Donc, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur les smart homes, smart building. Vous êtes toujours aussi nombreux à être présents et ça nous donne un petit peu du baume au cœur avec Sébastien de partager ces présentations. Juste pour rappel, alors sur votre écran, vous avez en principe trois petits boutons. Un petit bouton qui est Q et R, donc ce sont pour les questions-réponses. Je vous propose là, au fil de l'eau, quand vous avez des questions concernant la présentation, pourquoi pas de les taper. En fin de webinaire, avec Sébastien, nous reviendrons sur l'ensemble des questions-réponses, enfin l'ensemble des questions. Nous essayerons d'y amener des réponses. Comme disait Sébastien également, ça peut être autre chose que des questions. Hein. Ça peut être également, pourquoi pas, nous amener aussi des réponses ou des compléments. Les compléments, vous avez un autre petit bouton qui s'appelle Converser. Ce petit bouton, en fait, vous permet de nous écrire en direct sur le chat. Donc, vous avez aujourd'hui en conférencier, donc c'est Sébastien, moi-même Frédéric Grelier, et également présent Hugo Juano, Laurence Moulac et Lionel Pinisson, qui sont un petit peu vos correspondants sur chacune des académies qui se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations sur ce qu'on va voir. Alors, également une autre chose, ce webinaire est retransmis en live sur YouTube. Nous préconisons pour les élèves l'utilisation du live. Hein, c'est sur la chaîne YouTube de RM Automatisme. Le lien est dans les invitations. Hein, autrement, on tape directement YouTube ERM Automatisme dans Google. En principe, on apparaît assez bien. Hein, ça permet vraiment aux élèves également de pouvoir suivre ces présentations. Je pense avoir fait le tour. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à 83 participants. C'est super. Et comme vous savez, alors, pour ceux qui étaient déjà là précédemment, vous savez que Sébastien est très bavard. Pour les nouveaux, vous allez voir qu'il est très bavard. Donc, ce webinaire, en principe, on essaie de le tenir en 1 heure. On déborde. Hein. On déborde. C'est pas vrai, je déborde jamais. On ira certainement jusqu'à midi. Voilà. Sur ce, alors, je vais couper ma caméra pendant le webinaire avec mon son. C'est pour libérer un peu de bande passante, hein, pour éviter d'avoir trop de remontées vidéo, des choses comme ça. Hein. Mais n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous partager également vos expériences. Sébastien. Donc voilà, bonjour à tous. Hein. Donc on se retrouve pour notre septième webinaire, je crois, de mémoire. On est content d'avoir des gens de plus en plus nombreux sur toutes les plateformes qu'on utilise. Hein. Donc là, il y a Zoom et il y a YouTube qui fonctionnent en même temps. Alors l'idée première de ces webinaires, hein, c'était, moi je suis enseignant sur l'Académie Nice, au lycée Léon Chiris-Sagras. Et voilà, je voulais trouver quelque chose pour mes élèves pour qu'on puisse continuer à faire de la formation technique. Alors, bien entendu, on n'a pas les systèmes à la maison, les élèves non plus, donc c'est un peu compliqué pour eux. Donc, j'avais opté pour le système de visioconférence. Bon, il s'avère que beaucoup de choses sont très très difficiles à cause du nombre de personnes qui veulent faire de la visio. Je savais que RM avait une licence Zoom, et je les ai appelés pour leur demander s'ils pouvaient me prêter l'accès de temps en temps pour que je puisse faire des webinaires pour mes jeunes, ce qu'ils ont accepté, bien entendu. Et en discutant, on s'est dit ça serait plutôt sympa justement de partager ça à tout le monde. Donc voilà, on fait des invitations. Alors le but de ces webinaires, hein, bien entendu, c'est pas de rentrer au maximum dans les différentes technologies, parce que si on veut marquer juste le titre de celui-ci, Smart Home, Smart Building, ce ne serait pas en 3/4 d'heure ni en 1 heure qu'on pourrait le faire, hein, même si Fred dit que je suis beaucoup bavard, il n'empêche que même sans être bavard, ça ne serait pas faisable. Moi, j'ai opté pour faire des présentations de notions sur différentes technologies avec des informations plutôt utiles qui permettent après de faire des recherches, donc à différents niveaux pour les élèves, hein, que ce soit des élèves de seconde, on va rester vraiment sur de la notion, des élèves de première ou de terminale qui là vont pouvoir aller gratter un peu plus loin dans les informations pour aller faire des recherches
Donc après, à vous de voir comment vous voulez utiliser ces webinars pour vos jeunes, si vous voulez les utiliser avec eux. Donc voilà, le principe, il était là. Donc je fais des présentations de notions. On n'a pas la science infuse, hein, voilà, ça nous arrive de faire des oublis, ça nous arrive. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop eu de retour où on s'est trompé. On va essayer justement de continuer à pas trop se tromper. Et voilà, mais donc, n'hésitez pas, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des connaissances personnelles et des connaissances de recherche qui sont démontrées ici. Après, à côté de ça, ça peut nous arriver d'avoir des modifications à faire que je ferai avec plaisir, parce que c'est le but du jeu, hein, d'un principe de webinar, c'est justement de partager avec le plus grand nombre pour avoir au final une parole qui est de plus en plus véridique. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des smart home, smart building. Alors en fait, le terme smart home, smart building, c'est des termes qu'on a pour éliminer en fait des termes qui sont très mal usités à l'heure actuelle. C'est le terme de domotique, hein. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de domotique, hein, mais la domotique, elle existe depuis 1980. Et pour beaucoup de gens, la domotique, c'est quelque chose qui n'a jamais marché. Alors, en effet, il y a quelques années de ça, hein, c'est vrai que ça marchait pas spécialement bien. Donc, on a décidé justement de changer les noms. Alors, suivant les sociétés, ça a été modifié. On parle maintenant beaucoup de maisons connectées, de smart home, hein, maisons intelligentes, smart building, immeubles intelligents. Et même dans certains référentiels, comme le Bac Pro SN par exemple, où on a une vraie séparation entre domotique et imotique, où on a défini justement plutôt des principes de bus, comme le bus SCS ou le bus KNX, qui sont écrits en dur dans le référentiel SN, où là justement on va parler de domotique avec du SCS et de limotique avec du KNX. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon rapidement de différentes notions, donc de smart home, smart building. Alors toujours pareil dans mes webinars, moi je sais que j'aime bien avec les jeunes de les mettre dans les contextes, dans les situations. Donc j'utilise beaucoup de vidéos découvertes dans toute mon approche. Pourquoi? Parce que ça nous laisse le temps aussi de lancer des activités différenciées pour chaque jeune. Donc, ça leur permet d'avoir quelque chose à regarder ou à voir pour commencer à apprendre des notions. Donc là, j'ai sélectionné, alors, on va dire pour moi, 4 grands principes, hein, qu'on utilise beaucoup dans l'éducation nationale. Il n'y a pas que ça, bien entendu, on le verra tout à l'heure, hein. Là, pour l'instant, voilà, je suis parti sur la présentation avec une petite présentation sur un bus KNX, sur le bus SCS, sur InOcean. Donc, c'est des termes que tout le monde connaît. Wattlet, Wattcube, ça parle plutôt, on va dire, côté toulousain, puisque c'est une entreprise qui est de chez eux, qui a fait quelque chose qui est sympathique sur le CPL. Donc, la première présentation, c'est celle du bus KNX. Donc, c'est des présentations, bien entendu, récupérées sur Internet. Et donc, le principe, c'est de justement partager ça avec nos jeunes. Donc là, on vous montre facilement en fait le principe justement du KNX, et on verra justement les inconvénients par rapport à une installation traditionnelle aussi. En fait, l'inconvénient qui est mineur, mais cet inconvénient, c'est de tout ramener jusqu'au tableau. Donc ça engendre aussi des coûts de conducteurs et ça engendre des coûts de conducteurs et de gaines supérieurs. Donc on voit sur cette présentation, voilà, le principe du signal, en fait, c'est quand on a tout ce qui est commande qui est monté en bus, et après, par contre, tout ce qui est actionneur est monté directement en puissance, donc ramené jusqu'à la GTL, donc dans l'espace ETL. Donc KNX a plusieurs avantages. Alors, la première avantage, c'est une standardisation internationale, hein, donc c'est vrai que c'est une norme internationale, c'est EIB Connect qui se sont réunis, donc, et il y a plein de constructeurs. Alors, dans ces constructeurs, on en a vu un passer, hein, il n'y a pas que. La Zenio, c'est ceux qui sont représentés dans la vidéo. Mais il est vrai que
le principe, c'est qu'on a tous les grands, hein, Schneider, qui, voilà, on a Ager aussi, hein, Ager qui avait lancé son Tebis au départ, hein, le Tebis TS, maintenant qui est devenu Tebis TX, qui était sur ce mode de communication déjà, sur le mode de communication en KNX, en EIB Connex, et donc Schneider, Legrand, il y en a des tonnes qui s'occupent, Siemens bien entendu aussi. Donc c'est bon, j'en ai cité plus de 3, je ne fais pas de pub. Donc le principe, c'est justement ça, c'est de dire, voilà, l'idée de KNX, c'est d'être un grand standard et d'avoir des multicomposants et que tout le monde puisse être installé en même temps. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire une installation complètement Ager, on n'est pas obligé de faire une installation complètement Schneider, on n'est pas obligé de faire plein d'installations de ce type-là. Le principe de base, c'est de se dire, voilà, on peut prendre n'importe quel composant et ils vont tous communiquer entre eux parce que le protocole de com est strictement identique. Donc ça, c'est un vrai standard qui est utilisé depuis des années dans les établissements scolaires, qui vient de rentrer sur les SN. Bon, les bacs pro, MELEC maintenant, ELEC avant, connaissaient déjà ce principe de KNX. Et il est vrai que le système de base, c'était justement de pouvoir communiquer avec différents modules et donc de rentrer dans un vrai principe de standardisation internationale. Ensuite, on s'est rendu compte que ce KNX-là, outre avoir un coût quand même assez important, même avec du matériel qui n'est pas du matériel de grande marque, ça a un coût qui est assez important. Il était quand même très très compliqué pour les artisans électriciens de l'utiliser en tant que tel pour faire une petite maison. Et, il n'y avait pas de grand intérêt. Et on a d'autres types de solutions domotiques, de maisons connectées qui existent. Et voilà, donc on se retrouve avec pas mal de soucis. Pourquoi ? Parce que l'intégration sous KNX est quand même assez compliquée. Alors, plusieurs choses ont été faites. J'en ai pas parlé vraiment dans ce diaporama-là, mais c'est vrai que le principe, on a des solutions maintenant pour KNX, pour simplifier KNX. Il y en a une ils sont à côté de chez moi. C'est la société Greenleaf, Domolif, qui, avec une petite Raspberry, a intégré tout le protocole pour justement être en capacité de faire des devis, de faire des choses assez facilement, sans que c'est un coût trop important et une facilité surtout d'intégration du bus. Donc l'autre solution qui a été utilisée, alors qui a été répertoriée dans le bac Pro SN, c'est le bus SCS. Alors le bus SCS, il est souvent plus connu sous le nom de Mayum. C'est la partie de chez Legrand. C'est en fait BTI Chino qui a lancé son bus il y a quand même quelques années de ça, et Legrand l'a réutilisé en Mayum. Alors ça, c'est différent, c'est un bus ouvert mais propriétaire. Alors, un bus ouvert et propriétaire, c'est-à-dire que les informations, on peut les récupérer dessus. Par contre, l'ensemble des composants, ça sera quand même des composants BTI Chino ou Legrand. L'installation a été réalisée tout en domotique de chez Mayum. Le promoteur voulait et le constructeur une installation qui ne convient pas à tout le monde et pilotable à distance. Alors il a installé une installation personnelle à lui tout seul. Les attentes spécifiques de mon client étaient de pouvoir piloter toute l'installation et de pouvoir moduler l'installation qui varie aujourd'hui d'un simple interrupteur, rajouter d'autres interrupteurs à volonté et piloter sans rajouter d'autres fils, toujours dans la même installation, sans rien modifier. Mon client a choisi Legrand vis-à-vis de la qualité du produit et l'esthétique de tous les modules et de tout leur design. Les produits que j'ai mis en œuvre sur le chantier sont la cascade, les lumières, tout ce qui est lumière. J'actionne la piscine tout en appuyant sur un bouton et je varie tout ce qui est lumière. Je monte tout ce qui est rideau électrique, centralisation, tout ce qui est écran tactile pour piloter toute l'installation sur écran. Et il y a aussi le web server qui pilote tout à distance. Et il y a aussi un atout majeur, c'est qu'avec ma tablette ou mon iPhone, je peux piloter et programmer tout à distance. De toute la mode d'installation, que ce soit rideau, lumière, volet, thermorégulation, cascade de piscine. Grâce au portier vidéo qu'on a à l'extérieur et à l'intérieur, un écran de 10 pouces, on arrive à piloter et à centraliser et voir sur l'écran tactile 10 pouces tout ce qui est interphonie, télécom de BT Chino jusqu'à intercom intérieur, on peut tout piloter à distance. Aussi bien tout ce qui est volet, lumière, rideau et en même temps la gâche bien sûr.
le retour d'expérience avec le grand, c'est qu'il nous a aidés du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire en autant que la programmation, que le suivi du chantier, jusqu'à la mise en œuvre de toute l'installation, que ce soit du sur papier jusqu'à la pratique. Alors, on a eu une petite question. Alors, quand j'arrive à voir les questions, puisqu'on a un jeune qui s'amuse fortement sur la partie conversation, on m'a demandé si Mayom était exclusivement sans fil. En fait, non, justement. Mayom, qui est devenu en fait Mayom Up maintenant. Mayom Up, justement, il n'est pas sans fil, il est entièrement filaire. La partie sans fil, en fait, est gérée maintenant avec. Alors, il y a eu Mayom Play, qui était une partie sans fil, mais qui était distante de Mayom. Et maintenant, en fait, c'est géré avec Netatmo. Le grand est devenu actionnaire majoritaire, on va dire, de Netatmo, si ce n'est propriétaire de Netatmo. Donc, le principe, c'est que maintenant, en fait, tout ce qui va être le sans fil de chez Legrand, c'est utilisé par Netatmo. Donc, ça va être Duxi by with Netatmo, pardon, Celian with Netatmo, et ainsi de suite. Mais en fait, Mayom est entièrement un bus filaire. On le verra, on aura l'occasion. On va partir un peu plus sur l'étude de ces deux bus KNX et SCS qui sont intéressants. Et voilà. Donc, le principe, c'est que pour l'instant, en fait, c'est justement que du filaire. Ensuite, il y a un des protocoles qui est très connu aussi dans l'enseignement et partout d'ailleurs ailleurs. Hein, vous avez ici les deux bus qui ont été utilisés dans les programmes Flexhome de Bouygues Construction. Bouygues Construction a construit beaucoup d'immeubles avec appartements en livraison et ils avaient fait des Flexhome. Donc, c'est des programmes déjà prévus pour qu'ils soient directement connectables. Donc, il y a eu le premier Flexhome qui était avec justement le bus Mayom, le bus SCS, et il y a eu l'autre Flexhome, le Flexhome 2, qui a été fait avec Innocean. Sébastien. Innocean est un protocole de communication international standardisé, sans fil et sans pile. C'est le protocole des bâtiments durables et la solution parfaite pour des bâtiments évolutifs et modulables. Sans fil, il simplifie l'installation électrique et réduit le coût. Sans pile, il supprime la maintenance d'un bâtiment et ne génère pas de piles à recycler. Porté par plus de 300 fabricants, c'est aujourd'hui plus de 1000 produits disponibles, interopérables entre eux et permettant d'assurer toutes les fonctionnalités du bâtiment. Les capteurs et les émetteurs N-Océan sont sans fil et sans pile. Ils sont autonomes en énergie grâce à 3 procédés. Des cellules solaires pour les capteurs de température, d'hygrométrie, de luminosité, les capteurs de CO2, de composés organiques volatiles et de fumée, les détecteurs de présence ou les contacts de fenêtres. Un mécanisme magnétorésistif pour les interrupteurs radio, les télécommandes ou les poignées de fenêtre. Enfin, un système thermoélectrique pour la motorisation des vannes thermostatiques. Ces nombreux capteurs seront très utiles aux bâtiments de demain pour un pilotage fin et précis des sources de consommation d'énergie. Les actionneurs N-Océan alimentés en 230 volts existent dans tous les formats, encastrés, faux plafond, modulaires et prise plug. Ils s'adaptent ainsi à tout type de chantier, neuf ou rénovation. Toutes les fonctionnalités existent pour l'éclairage, le chauffage, la ventilation, la climatisation et les ouvrants. Ils fonctionnent en commutation on-off, en variation, en temporisation, en montée-descente, etc. Des kits fonction tout prêts, capteurs plus actionneurs, sont également disponibles sous la marque Opus Grid. La procédure d'appairage des actionneurs et des capteurs est universelle. On positionne l'actionneur en mode apprentissage, ici en appuyant sur le bouton Learn, et pendant que la LED clignote, on appuie sur la touche de l'émetteur. Les deux produits sont alors appairés et l'émetteur commande l'actionneur. Les communications sont en 868 MHz, sécurisées et bidirectionnelles. Il est également possible de centraliser le pilotage d'une installation N-Océan via des contrôleurs ou une box, comme la solution MyFox ici présentée. Des applications de commande à distance par smartphone, tablette ou PC sont alors accessibles. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et restons à votre disposition pour de plus amples renseignements. Donc voilà, donc pour la présentation d'Innocean. Alors désolé, on va faire une petite pause parce qu'on a un jeune qui s'amuse avec la plateforme. Je pense qu'il a encore pas tout compris à ce que c'était du partage de connaissances, enfin du moins la connaissance. Hein. Je pense que ça, il ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, Fred, je te laisse la parole. Voilà, donc excusez-moi, je le vire à chaque fois. Mais il revient. Donc en fait, j'attends qu'il se connecte de nouveau. Et puis, je vais lui dire que de toute façon, voilà, il est tracé et que derrière, on portera plainte. Donc, on va attendre quelques minutes le temps qu'il se reconnecte.
par hasard, il n'a plus l'air de revenir. Sachez hein, qu'à chaque fois que je le vois, je le remets dehors. Alors, a priori, la plateforme devrait l'éjecter, et puis on me dit ne pas le réaccepter derrière. C'est une petite défaillance de la plateforme. On est dans une salle de classe. Je pense qu'il prenait la porte définitivement. Mais bon. A priori, il n'essaie plus de rentrer. Sébastien, ben, je te laisse continuer. Ouais. Donc, bah, voilà, excusez-nous pour cette petite intermède, mais c'était ingérable au niveau des conversations. Enfin, on recevait des tonnes de trucs complètement stupides. Ça s'appelle la discrimination en plus de surcroît, hein, donc c'est un truc qui me débecte au possible. Donc voilà, bon, on va essayer de reprendre le cours des choses en espérant que ce jeune aura compris qu'il n'a rien à faire ici. Voilà, donc alors pour Innocean, en fait, c'est une structure sans fil. Hein. C'est une structure sans fil qui a l'avantage d'être sans pile aussi. Donc voilà, avec des systèmes de type piezo, en fait, en gros, hein, pour justement pouvoir envoyer des informations. Donc c'est du très 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 low energy, donc très basse énergie. C'est-à-dire qu'on a l'avantage en fait, d'avoir un fonctionnement quasiment continu de ces appareils-là, et ce qui nous permet de justement de se dire, voilà, on va avoir la possibilité de ne pas être obligé de dire aux gens, changer les piles de votre matériel sans fil. À l'heure actuelle, c'est quand même ce qui est le plus compliqué sur tout ce qui est sans fil, c'est les piles et batteries. En plus de les retraiter, il faut que ça soit changé. Donc ça pose un petit problème assez compliqué pour la plupart des gens. Donc Innocean est pareil avec plein de parties. Il y a plein de fabricants d'Innocean, donc c'est quelque chose qui, comme on l'a vu dans la vidéo, qui se montre très très facilement. C'est-à-dire que ça se programme assez facilement aussi. Hein. Voilà, vous avez des touches Learn, vous faites de l'apprentissage et ça reste assez facile à fonctionner. Ensuite, la dernière notion que je voulais montrer, c'est un dérivé du protocole X10, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un protocole CPL. C'est une petite, moi ça m'a toujours intéressé. C'est une boîte qui est vers Toulouse, voilà, je crois que même maintenant est à Toulouse, qui a fait tout un système Wattlet, Wattcube. Hein, c'est Wattlet, en fait c'est du nom de son créateur. Hein, il a un nom qui est quasiment pareil que Wattlet. Et ils ont donc fait le Wattcube. Donc là, on va continuer sur la présentation de différents protocoles. Alors c'est une présentation qui reste là aussi. Oui, comme les Yoki, voilà, comme les Yoki, à peu près. Yoki a fait pas mal de choses aussi dans ce goût-là. Là, je n'ai pas présenté Yoki, c'est vrai, j'ai présenté Wattlet, mais pourquoi pas. Hein, je réponds à une question en direct, hein, parce que j'arrive maintenant à avoir des questions. Donc voilà, c'est comme les Yoki, c'est des petits produits qui sont très sympathiques et très facilement installables. Donc, au niveau des différents protocoles, alors là, c'est une petite carte qui joue par rapport à la consommation, à sa capacité d'émission, d'accord, et à ça aussi son débit possible. Donc, on voit les petites informations. Alors, la 4G LTE, alors à l'époque, elle était à 100 mégas. Hein, on monte bien plus haut maintenant, on monte à 454 mégas. On va avoir la 5G qui va arriver. Donc, on sera dans les zones du plus d'1 giga au départ. Normalement, c'est 1 giga pour la 5G au départ, jusqu'à 10 gigas pour la suite. Le Wi-Fi, c'est pareil. Hein, je vais vous le montrer. On a des Wi-Fi maintenant qui arrivent à tourner à 4,4 gigas, hein, avec des agrégations justement de différents canaux. Donc, dans les protocoles, on a les protocoles à courte portée. Donc, par exemple, le premier protocole qu'on parle souvent, c'est le Z-Wave. Donc, ce protocole a une portée, par contre, de 30 mètres. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un protocole à courte portée. Pardon. Donc, Z-Wave, c'est un réseau maillé. Alors, le principe du réseau maillé, c'est qu'en fait, chaque participant, chaque objet connecté va discuter avec tout le monde et va pouvoir relayer aussi l'information qui a été émise par un voisin pour qu'elle aille un peu plus loin. D'accord ? Donc, c'est une technologie qui est bidirectionnelle, à retour d'état. Donc, ça nous permet de savoir dans quel état est chaque objet. Donc, ça permet une bonne exécution des ordres. Alors, il est très rapide et beaucoup plus sûr avec un code en 32 bits. Alors ça, je dirais que c'est
voilà, on va voir qu'on a des codes de sécurisation de 128 bits aussi sur certains matériels. Celui-ci est à 32 bits, ce qui permet déjà d'avoir une protection qui soit convenable. Le Z-Wave est une technologie radio, donc de faible puissance, avec une fréquence en 868,42 MHz. Ce protocole, ça permet de connecter 232 appareils pour l'instant. Donc après, on a des extensions possibles, hein, comme sur tout protocole. Mais je dirais qu'en direct, on a 232 appareils. Et donc c'est un protocole simple qui va permettre justement de faire des développements simples et rapides. Donc ça, c'est assez important parce qu'on a essayé de plus en plus dans tous les protocoles en fait, de simplifier l'utilisation pour justement qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc pour ça qu'il y a eu plein de protocoles qui sont arrivés en cours de route. Ensuite, on a le protocole Zigbee qui est lui aussi le même principe de réseau maillé. Il a une portée plus longue, alors 100 mètres. Alors bien entendu, quand on parle de portée, hein, c'est portée à nu, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des portées dans les bâtiments avec des murs en béton armé de 60 cm. Hein. Le Zigbee j'ai une petite faute. Le Zigbee est moins cher donc, que le Z-Wave ou le Bluetooth. Alors, c'est un nouveau protocole. Alors, en Europe, on utilise le 868 MHz. Hein. Ailleurs, on a du 915 MHz et du 2,4 GHz. Donc, faire très attention au Zigbee. Parce que quand on achète du Zigbee par Internet, par exemple, il faut s'assurer qu'on soit bien sur un protocole qui tourne pour nous en Europe. Il peut y avoir des émissions qui ne sont pas du tout faites pour que nous, on puisse fonctionner avec. Donc, a priori, dans un premier temps, il n'a pas vraiment de limite de nombre de participants. Alors, c'est toujours le même principe, hein, c'est ce que je disais juste avant. Maintenant, on a des passerelles, on a des répéteurs, on peut renvoyer un nombre de participants à chaque fois. Par contre, le Zigbee, il a une clé de chiffrement de 128 bits. Donc là, par contre, on a une sécurité qui est vraiment, vraiment optimale. Donc, ça fonctionne très, très bien. Hop, pardon. Ensuite, on a le Wi-Fi, qu'on connaît tous. Hein, le Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, on a eu pas mal d'évolutions sur le Wi-Fi. Hein, A, B, G, j'en passe, et des N. Et maintenant, on arrive à un Wi-Fi, à un protocole Wi-Fi en AC, mais le 4400. Donc, c'est du tri-band MU-MIMO. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir du 4400 mégabits par seconde. Donc, ce protocole-là est utilisé beaucoup pour le déploiement de connexions d'informatique. Hein. Donc, tous à la maison, comme moi, là, par exemple, je ne suis pas relié en filière chez moi, là, je suis relié en Wi-Fi sur justement du 4400 tri-band. Hein. Donc, suivant l'ordinateur qu'on a, de toute façon, on n'arrive pas au 4400. Voilà, moi, je tourne sur mon Wi-Fi, je suis à peu près à 1 giga avec l'ordinateur que j'utilise, ce qui me permet d'avoir des connexions à Internet très, très propres, sans problème. Donc, c'est utilisé pour connecter les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, hein, tout ça à la maison. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui a été demandé par les différents ministères suite au confinement. Hein. C'était d'utiliser à la maison le plus possible le réseau Wi-Fi quand on connectait notre tablette ou notre smartphone, plutôt que d'utiliser le réseau mobile, pour éviter d'encombrer un réseau mobile qui peut être un réseau d'appel d'urgence, donc pour éviter justement tous ces problèmes d'encombrement. Donc le Wi-Fi, c'est la technologie qui est la plus répandue. Elle utilise donc une large bande passante et requiert une importante quantité d'énergie. Par contre, c'est pour ça que le Wi-Fi n'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans des petits objets connectés, parce qu'en fait, ça nécessite, on ne pourra jamais avoir des choses qui tiennent vraiment longtemps avec du Wi-Fi connecté sur des piles, par exemple, ou des systèmes de batterie. Ça va être très compliqué. Donc, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, obligatoirement, c'est quelque chose qui va plutôt être utilisé sur des raccordements de puissance filaire plutôt que sur du sans fil. Donc ensuite, on a le Bluetooth. Tout le monde le connaît, le Bluetooth. Hein, voilà, ça fait partie des connexions qu'on utilise. Hein. Maintenant, le Bluetooth, on l'utilise de partout pour nos téléphones, avec nos casques, nos oreillettes. On utilise obligatoirement de partout plein de choses. Donc, il y a le Bluetooth Low Energy, hein, qui est utilisé maintenant au départ par rapport au Bluetooth standard qui était un Bluetooth qui consommait quand même beaucoup d'énergie. Là, on est passé sur du Bluetooth Low Energy. Le Bluetooth Low Energy a une portée jusqu'à 60 mètres. Donc, une portée qui commence à nous pouvoir faire une petite 60 mètres, hein, pareil, en champ libre. Hein, donc, qui va nous permettre justement de pouvoir clôturer une partie
de maison assez facilement. Hein. Pour tous ceux qui utilisent des écouteurs, par exemple, sans fil, ça vous est sûrement déjà arrivé de poser votre téléphone quelque part en bas chez vous, de changer d'étage, d'aller dans le jardin et d'avoir toujours la communication, donc d'écouter la musique que vous aviez sans problème, puisqu'en fait, ces 60 mètres-là, bah, ils vont se faire couper par les murs, mais au final, on a quand même une portée qui est largement suffisante pour une utilisation standard. Ensuite, dans les protocoles en longue portée, on a le protocole LoRa, qui est un protocole basse consommation. Alors, 2 à 5 km en milieu urbain, là, c'est pareil. Voilà, ça reste des très grandes portées. Jusqu'à 45 km en milieu rural. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est ce qui est affiché hein, dans le merchandising, dans la vente. Après, derrière, il y a l'utilisation, il y a toutes les fréquences qui peuvent y avoir autour de perturbations. Donc, à un moment donné, il faut remettre ça au principe. Donc, c'est vrai que le LoRa, ça va être bien utilisé sur le M2M, machine to machine. C'est une faible consommation. Donc, il n'y a pas de problème, il peut supporter des millions d'appareils. Le problème, c'est en fait, LoRa, il n'est pas prévu pour transiter beaucoup de données simultanément. C'est-à-dire que c'est des débits qui sont assez faibles, de 0,3 à 0,5 kilobits par seconde. Donc, ça reste des données très faibles. Donc, c'est plutôt vraiment pour des appareils connectés qui vont envoyer juste des informations de data. Donc, ce n'est pas fait pour transférer des images, des vidéos et tout ce qu'on peut avoir, par exemple, avec le Wi-Fi qu'on discutait tout à l'heure. Ensuite, on a le Sigfox. Alors, Sigfox, c'est français. Donc, voilà, ça a été sélectionné et choisi, on le verra d'ailleurs, par un FAI sur son système de box. À une portée donc, de 10 km en ville, 50 km en campagne, c'est le même principe. Il consomme très peu. Donc, c'est 50 microwatts hein, par rapport aux 5000 microwatts d'une communication cellulaire, hein, donc GSM, 3G, 4G, 5G sûrement aussi. Sigfox ne permet de transporter que de très faibles données. Là, c'est pareil. Hein. Sigfox, c'est fait pour envoyer que des petites informations de data. Hein, c'est du 100 bits par seconde. Donc, voilà, on ne va pas envoyer une vidéo 4K HDR dessus. Ça reste vraiment typiquement fait pour l'envoi de data entre objets connectés. Donc, c'est utilisé dans les principales villes d'Europe. C'est robuste, ça peut communiquer avec des millions d'appareils, donc qui vont fonctionner sur batterie, des distances de plusieurs kilomètres carrés. Donc c'est vrai qu'on se retrouve en fait avec une petite consommation, donc ça peut fonctionner sur batterie, parce que 50 microwatts, ça nous laisse quand même pas mal de temps, en sachant que c'est juste de la petite data qui est envoyée, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire une interopérabilité permanente entre les composants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de discuter en permanence entre eux, donc on peut juste faire de l'envoi d'infos. Donc, bien entendu, en protocole longue portée, il y a ceux qu'on maîtrise et que l'on connaît. Hein. Voilà, 1G, hein, téléphone analogique, voilà, on ne va pas revenir dessus. La 2G, hein, on en a parlé sur un autre webinaire. La 3G, qu'on connaît bien, on est arrivé à 42 mégabits par seconde. On a la 4G qu'on utilise à l'heure actuelle, hein, qui, avec des agrégations de fréquences, nous permet de monter jusqu'à 450 mégabits par seconde. Et on a la 5G qui va arriver. Hein, l'appel d'offres des fréquences a été reporté suite aux problèmes sanitaires, mais qui va être normalement, qui a lieu en juillet, je crois, de mémoire. Donc, on va partir sur un principe de 1 giga au départ et normalement d'arriver à 10 gigas. Alors, les protocoles LP WAN et LPWA, on verra ça après. C'est vrai que je ne suis pas rentré trop dans ce détail-là, parce que comme je le disais, c'était vraiment un principe au départ de notion. On en reparlera un peu après. Je réponds à une question qu'on me pose là sur les LP WAN et la partie IoT. Donc après, dans les longues portées, alors InOcean fait partie des longues portées et pourtant il se situe entre 30 mètres en intérieur et 300 mètres en extérieur. Il est pourtant souvent catalogué sur des protocoles longue portée. Moi, je ne vois pas InOcean comme des protocoles en longue portée. Alors c'est vrai que son avantage, comme je le disais tout à l'heure, hein, sur InOcean, c'est d'être sans pile. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un très très grand avantage, c'est que ça permet justement d'être facile à installer, de ne pas prévoir quoi que ce soit pour l'installer, et au niveau maintenance, donc de limiter le plus possible la maintenance sur les principes de batterie. Donc, mais il est confronté il est souvent rajouté dans les protocoles à longue portée, donc 30 mètres en intérieur et 300 mètres en extérieur.
Donc, par contre, il y a là aussi, hein, sur une chaîne, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'émission radio. Alors, c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien piquer où ça fait mal. Il n'y a pas d'émission radio en continu, ce qui veut dire qu'en fait, ça peut être sympa pour tous ceux qui sont réticents aux ondes, hein. On a pas mal de collectifs qui se montent contre les différentes ondes qu'amènent les différentes technologies sans fil, voire même les technologies filaires, hein, comme on en a parlé sur le Linky, sur les CPL large bande. Voilà, ça peut être pour ceux qui sont réticents aux ondes, voilà, c'est juste une émission très courte, c'est pas d'émission en continu non plus, donc ça peut être sympathique pour ceux qui n'aiment pas trop les ondes. Donc, bien entendu, il y a bien d'autres bien d'autres protocoles encore, hein. Je ne les ai pas tous nommés. Les Dizio, le Li-Fi, même si je n'ai pas une grande croyance sur le Li-Fi à l'heure actuelle. Le RFID, le RTS, donc c'est celui de Somfy, hein. Tout ce qui est bus filaire, les wires, ce qu'on appelait les bus Dallas, l'Ethernet, l'USB, l'SS, KNX, MBus, PLC bus, X10, TCPL, le X2D, X3D de Deltador. Enfin, il y en a des tonnes de protocoles de communication, et je pense qu'à un moment donné où on va justement avoir des grandes modifications là-dessus, c'est au moment où on va se retrouver justement à être obligé d'avoir une conformité, c'est-à-dire une standardisation de tout. À l'heure actuelle, on a beaucoup de protocoles. Alors, on a des passerelles pour discuter entre différents protocoles, mais ça nécessite de la passerellisation assez intense dessus. Donc, ce qui complique bien entendu les installations. Là, le principe, ça va être la standardisation. Et c'est vrai que la standardisation, elle risque d'être faite par des personnes qu'on n'attendait pas, hein. On en parlera après. La standardisation, elle risque d'être faite avec les GAFA. Donc, on en parlera tout à l'heure, qui, eux, se sont tous mis en accord justement pour faire une standardisation du bus, et que, en fait, vu l'importance qu'ont les GAFA, ils vont être je dirais que tous les fabricants vont être obligés d'aller adhérer à leur système pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc, pour continuer, je voulais faire un petit zoom spécifiquement sur les deux bus qui sont pour moi importants dans la formation. Pourquoi important? Ce n'est pas les seuls et uniques, on vient de le voir, hein. Moi, je parle important parce que c'est pour avoir une méthodologie et une construction, justement, pour moi, logique de la domotique, des maisons connectées, donc des différents types de bus. C'est-à-dire que quand on arrive à maîtriser certains types de bus correctement, je dirais qu'après l'intégration de nouveaux systèmes, de nouveaux protocoles, quand on se rend compte, ça fonctionne plutôt justement toujours de la même façon. Donc, en fait, on arrive facilement, entre guillemets, à s'auto-former, hein, ce qu'on demande de plus en plus à tout le monde, hein, c'est de s'auto-former sur les différentes techniques. Donc ici, je vous ai fait un petit flash plus particulier sur KNX. Alors avec ETS4, pourquoi? Parce que j'avais des licences ETS4 et que je n'ai pas encore changé à acheter des licences ETS5. Donc la limitation du nombre de participants m'ennuyait un peu, et le coût m'ennuie un peu aussi quand il faut changer toutes les licences. Donc pour l'instant, ça sera sur ETS4, mais en fait réellement entre ETS4 et ETS5, hein, qui est le logiciel de programmation KNX, il n'y a pas vraiment une grande différence de fonctionnalité, hein, mis à part la base des drivers, hein. Voilà, quand sur ETS5, ils viennent se connecter directement sur Internet. On n'est pas obligé d'aller charger une base de données de fabricant et de la compiler soi-même comme on le faisait sur ETS4. Ça se fait automatiquement quand on cherche le composant. Donc voilà, la grande différence pour moi, elle est surtout là. Pour avoir utilisé les deux, il n'y a pas d'écart entre utiliser ETS4 et ETS5. Donc pour ça, en fait, on va aller assez vite là-dessus aussi, parce que l'heure tourne, je le vois. Le KNX TS5, j'ai fait là aussi alors pour mes élèves, hein, j'ai mis en place un site justement pour faire fonctionner KNX. Alors je vous laisserai l'accès à celui-ci. C'est un site personnel, hein, qui est encore l'égérie de mon ancien établissement, où je ne suis plus maintenant. Voilà, le même principe que comme je vous fais pour les webinaires, c'est-à-dire que j'ai mis une partie découverte sur KNX, donc avec plein de vidéos, bien entendu, qui permettent aux jeunes de prendre connaissance du système et dans quoi il est utilisé. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement la partie KNX dans l'hôtellerie et dans les banques, parce que pour moi, KNX, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus un système qui sera de l'imotique que de la domotique, mis à part si notre maison a une taille qui
qui nous permet justement d'installer un système de type KNX. Je dirais que la plupart des habitats standards et moyens en France n'ont pas besoin d'avoir un protocole aussi large que KNX pour fonctionner. 65 000 participants sous KNX, je pense qu'on n'en a pas besoin d'autant dans la plupart de nos maisons. Donc derrière, j'ai une découverte de l'installation, donc le système par bus. Donc toujours pareil, vous cliquez dessus en fait et vous avez une explication rapide et succincte de ce qui est en bus. La topologie, les différentes topologies, le câblage en anneau n'est pas autorisé. Ça, je crois que c'est quasiment tous les bus domotique. Pourquoi? Parce que si on fait de l'anneau, on se retrouve avec une répétition. Et donc, sur le circuit, on revoit toujours les mêmes adresses et ça va nous poser un problème de communication. Donc voilà, vous avez un petit détail, donc entre guillemets, des petits cours synthétiques justement sur KNX. Donc tout ça restera à votre disposition. La mise en service, ça c'est pour faire les contrôles habituels que les électriciens connaissent bien. Et au niveau du paramétrage, c'est pareil, j'ai fait du pas à pas pour mes élèves pour qu'ils puissent arriver à s'en sortir correctement. Alors la GRTX 100, voilà, je l'ai laissé puisque je l'ai utilisé pendant très très longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'on a le TXA qui fonctionne bien aussi, mais je suis plutôt resté sur un protocole standardisé. Donc voilà, ici, vous avez chaque vidéo en fait qui correspond à un ensemble pour installer, pour faire un premier paramétrage ETS. Donc quand vous cliquez, voilà, au fur et à mesure, j'ai signé sur mon ordinateur l'ouverture du logiciel, vraiment toute chose, choisir la base de données, donc aller choisir une base de données, ce que je rappelle sur ETS 5 est vachement plus simple maintenant, parce qu'on n'est pas obligé de la compiler. Donc, on vient justement, donc toutes les vidéos servent à ça, à aller chercher. Voilà, ici, on voit qu'on n'a pas de base de données puisqu'elle est à 6 mégas, il n'y avait rien, donc et ainsi de suite. Donc, le principe, voilà, moi je me suis créé une base de données BD complexe, complète KNX, toute marque. Voilà, j'ai téléchargé tout ce que je pouvais avoir. Oui, alors on me dit pas de topologie en anneau, car en KNX, on reboucle le bus, ce qui est interdit sur les préconisations de câblage. Oui, en fait, on reboucle le bus. De toute façon, en anneau, si on reboucle le bus, ça veut dire que quand on va faire une scrutation du bus, on va se retrouver à avoir plusieurs fois le même participant. C'est-à-dire qu'en fait, là, le bus KNX va se planter parce qu'il ne comprendra pas pourquoi il a plusieurs fois le même numéro de participant. Donc, ce qui va en fait empêcher le système de fonctionner. Alors, on me dit ETS 5 litres à 20 participants max. Oui, c'est vrai, ETS 5 litres à 20 participants max. Ouais, la version Lite, elle peut être pas mal. Moi, pour l'instant, j'ai des versions TS4 Pro. Et alors, utilisation d'EasyTool et de Domovea, c'est facile par rapport à ETS, oui. EasyTool et Domovea, c'est facile quand on n'a que du AGR. Si on n'a pas que du AGR, c'est moins facile. Il y a une solution qui est plus facile, comme je vous le disais, qui est multimarque. C'est la solution Greenleaf avec Domoleaf, qui, elle, est vraiment multimarque. EasyTool, Domovea, très facile. Je suis d'accord avec vous si vous évitez de trop changer les installations, parce qu'après, ça peut se compliquer un peu. Mais ça peut poser un petit souci. Moi, je suis pas partisan pour utiliser le même matériel de tout le monde. C'est pour moi anti-KNX, c'est-à-dire utiliser que du AGR. Voilà, on n'utilise qu'une seule marque, alors que je peux très bien avoir une passerelle IP Siemens, avoir un commutateur Zenio, avoir un variateur Legrand et avoir, je sais pas moi, un compteur d'énergie Schneider dessus. On me dit que le TS 5 litres, il est à 200 €. Oui, c'est ça, c'est 200 €. Moi, 200 € pour l'instant, étant donné que j'ai les ETS 4, 200 € multiplié par le nombre de machines qui sont connectées en KNX, qui sont connectables en KNX, j'y passerai sûrement, mais pas tout de suite pour l'instant. Donc voilà, le principe, pour revenir à la présentation, ici, je vous ai fait des différentes choses, comment on construit un bâtiment, ce qui ne change pas avec ETS4, avec ETS5. C'est-à-dire que ce qui est le prioritaire dans KNX, c'est la construction. Quand on fait de l'ETS, c'est de construire correctement son système pour qu'on puisse revenir dessus et qu'on puisse comprendre facilement dessus. Donc, c'est-à-dire il faut vraiment avoir une ossature prévue de paramétrage pour que justement on puisse définir vraiment correctement les différents niveaux, c'est-à-dire construire son bâtiment correctement. C'est-à-dire que voilà, vous allez cliquer dessus, vous allez ouvrir vos espaces de travail. Alors, je vais aller vite parce que ça, au niveau des bâtiments, on va ajouter un bâtiment. Voilà, donc ici, c'était les eucalyptus à l'époque, le lycée où j'étais.
C'était l'année dernière, hein, c'est pas non plus si vieux que ça. Donc les eucalyptus, et au fur et à mesure, on va remonter dans le bâtiment, donc le bâtiment des eucalyptus qui s'appelait Archimède, et on va remonter au fur et à mesure pour arriver à créer le niveau 2 et ainsi de suite. C'était le niveau où il y avait mes ateliers d'électrotechnique. Donc pour avoir une ossature correcte, pour pouvoir ranger correctement les participants. Donc voilà, c'était la salle à 211, donc qu'on avait nommé la société Ecotech, avec un bâtiment dedans qui s'appelait la société Ecotech. Et justement, dessus, on vient rajouter après les différentes possibilités, différentes choses qu'on avait besoin, tout en faisant obligatoirement des descriptions, hein, pour pouvoir s'y retrouver le plus facilement possible. Donc voilà, ça, je vous le laisse à disposition. De toute façon, je passerai sûrement à ETS5 et je ferai les modifications par rapport à ETS5 au niveau des vidéos. Mais voilà, moi, c'est comme ça que j'utilisais ça avec mes jeunes, justement, pour qu'on puisse avoir les différents points rapidement en petites vidéos pour éviter de se perdre. Donc, en essayant de les mettre dans un ordre que moi j'ai défini, hein, en tant qu'intégrateur au niveau KNX, on ne va pas dire que chacun a sa façon de faire, mais il y a des façons qui divergent un peu. Au final, on arrive au même endroit si on est toujours bien structuré et qu'on continue bien à structurer comme ça. Voilà, même par exemple pour les différents boutons, voilà, je vous montrerai, voilà, vous avez du AGR et du Schneider. C'est ce que j'avais dans les ateliers à ce moment-là. Le principe, c'est de se dire, voilà, et suivant la chose, comment on trouve le bouton de programmation, quoi. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on va se retrouver avec des AGR qui sont cachés derrière un clapet qui est là, le Schneider, pardon, qui est caché derrière un clapet, le AGR qui va être le bouton de programmation, il est ici. Vous avez ici, c'est un autre bouton de programmation de chez Schneider. Là, chez Schneider, il faut aller chercher en fait le petit bouton tout au fond du module, donc à l'arrière du module, c'est-à-dire qu'il faut démonter le module, ce qui peut être très bien pour sécuriser justement cet appui. Et vous avez par exemple ici le WKT 304 de chez AGR qui lui a son bouton d'adressage, hein, il l'appelle ADRE, le bouton de programmation qui est positionné devant. Donc voilà, qu'il faut juste démonter le couvercle pour pouvoir y avoir accès. Donc voilà, c'est un petit ensemble de vidéos que je voulais vous partager pour que justement vous ayez il y a toute une série, hein, de choses. Voilà, l'efficacité énergétique, les aspects techniques. Hein, j'ai mis aussi quelques ressources dedans. La communication, les passerelles IP, les signaux IB, les supervisions. Donc voilà, j'ai mis quelques petites choses dedans pour ceux que ça intéresse de fonctionner avec. Donc voilà pour tout ce qui est entre guillemets KNX. Hein, il y a beaucoup plus de choses à en dire, mais bon, on reste limité sur le temps. Au niveau du Myome Up, alors là j'ai mis un accès, mais alors, cet accès-là ne restera pas sur celui-ci. À ce qu'on a pu avoir nous sur le système acheté sur la société SET. Donc on a le même principe, hein. La découverte, l'installation, la mise en service, le paramétrage. Donc ici, c'est le même principe. Vous avez plein de choses avec des vidéos découvertes sur Pantin, sur la domotique avec Céliane, sur les tablettes. Vous avez le même principe sur l'installation. Donc voilà, tout ce qui peut être raccord, cavalier, schéma unifilaire, schéma d'implantation des tableaux. Alors là, c'est fait pour être fonctionnel sur tablette, hein. Mais voilà, ça, c'est des choses comme ça avec le paramétrage. Donc, on avait paramétrage par cavalier. Alors, Myome Up avait l'énorme avantage, en fait, quand ça s'appelait Myome, ou même Bus SCS chez BTI Chino, c'était un mode de programmation très, très simple. C'était un mode de programmation très, très simple. Non, c'est un collègue qui m'envoie, vous dormez quand? Oui, je ne sais pas. Peut-être un jour plus tard. Pour l'instant, on essaye de faire avec. Non, je ne dors pas beaucoup. C'est vrai, en effet. Un repérage. Donc, l'avantage du bus SCS, c'est qu'il y a plusieurs modes de programmation. Il y a un mode pour moi qui est génial avec des secondes, voire même avec des troisièmes quand ils font des mini-stages, quand on fait des portes ouvertes ou ainsi de suite, c'est le mode cavalier. Le mode cavalier, en fait, c'est des petites résistances, hein, qui possèdent deux couleurs, verte ou bleu, qui nous permettent justement de fonctionner et de prendre un interrupteur et de juste mettre deux petits cavaliers. Alors je vulgarise, hein, mais de mettre deux petits cavaliers et d'être capable d'allumer la lumière qu'on a envie, comme on veut. Donc c'est un système qui est très sympathique. En fait, ici, vous avez des accès. Donc là, ça, c'est une alimentation. Ici, vous avez par exemple sur un 411U2, vous avez ici les accès à l'ambiance qu'ils appellent l'ambiance et le point de ligne, hein, ce qui revient un peu comme KNX aux zones et aux lignes.
ici, si vous avez votre lumière, qui est la lumière du salon, qui est branchée par exemple en 1, cavalier 1, ambiance 1, point de ligne 1, vous mettez n'importe quel interrupteur branché sur le bus, vous mettez les 2 cavaliers derrière, vous appuyez sur le bouton, ça s'allume. Et moi, juste avec les jeunes, ça marche, mais voilà, les jeunes 3e, c'est excellentissime. Alors on me dit oui, Legrand a sorti un nouveau produit, Legrand by Netatmo. Alors c'est pas by Netatmo, ça va fâcher Legrand, c'est Legrand with Netatmo. C'est with Netatmo, oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est un produit qui est surtout un produit sans fil. Donc il faut voir ensuite dans les différentes fonctions justement quel est l'intérêt d'avoir des produits sans fil ou des produits filaires suivant le niveau de construction où on en est de toute maison. Si on fait de la rénovation, si on fait de la rénovation lourde, si on fait du neuf. Est-ce que c'est intéressant de se dire, bah voilà, on va faire que du produit sans fil plutôt qu'on utilise un produit filaire qui, bon, on le sait, hein, le filaire est quand même plus stable qu'un produit sans fil. Donc ça, c'est toutes des questions qu'on peut se poser quand on est installateur hein, avec les clients. Voilà, Legrand with Netatmo, oui, ils ont sorti plein de produits, ils sont encore en train d'en sortir plein. Ça ne s'arrête pas. Il y a des boîtiers DCL maintenant connectés. Voilà, ça n'arrête plus. C'est très florissant en ce moment avec Netatmo. Mais bon, après, savoir si on installe que du Netatmo ou que du sans fil ou que du filaire, bah ça, à mon avis, c'est plutôt une notion d'où on en est dans la construction, si c'est de la rénov ou si on est en construction complète. Donc, juste pour rappeler des petites choses sur le bus SCS, hein, on a vu qu'ANX, c'est des grands bus, SCS, c'est pareil. On peut partir de 2 côtés à 2 fois 250 mètres et 250 mètres, donc 500 mètres max. Ici, on va arriver à… Alors, on a une autre question. Les matériels connectiques sont fragiles. Faites-vous réinstaller avec vos élèves à chaque fois ou uniquement du paramétrage? Oui, je fais réinstaller à chaque fois. Oui. Alors, les connectiques sont fragiles, oui, mais c'est des connectiques démontables pour la plupart. Donc, c'est-à-dire qu'on peut démonter le petit bornier de connexion et le changer. Ça ne coûte pas très, très cher. Et après, ça apprend aux jeunes justement à faire attention au matériel puisqu'on rentre de plus en plus dans des matériels d'électronique. Donc oui, bien entendu, il faut essayer d'être le mieux disant possible pour que ça puisse fonctionner. Donc il y a ce mode de programmation, comme je disais, il y a le cavalier. Il y a le mode de programmation alors qui existe toujours, mais qui était assez lourd. Hein. C'est le mode de programmation par comment ça s'appelle, par MyHomeSuite. Là, qui est un logiciel de configuration et de programmation de système domotique, donc qui ressemble pour le coup fortement à un logiciel ETS. Alors maintenant, il est utilisé plus que pour faire les paramétrages d'écran tactile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sorti de ce principe pour justement en arriver à une programmation que je vous ai mis ici en vidéo, qui là est très très facile. Donc pour en revenir au principe du produit Netatmo, Legrand a sorti MyHomeUp, qui est une application avec leur serveur One, qui nous permet justement de se connecter très très facilement. On vient en fait rechercher une passerelle, comme ici, là, on a lancé la chose, on vient rechercher une passerelle. Donc la recherche, elle peut être plus ou moins longue. Hein. Il faut bien entendu être sous le même réseau. C'est-à-dire que votre passerelle web, votre passerelle serveur One et votre téléphone ou votre tablette soient bien connectés au même réseau. Ici, il va vous identifier les passerelles serveur One et quand vous allez en sélectionner une, il va vous taper, voilà, est-ce que vous avez le PIN code? Donc sur le serveur One, il y a deux codes PIN dessus. Un qui est l'utilisateur, un qui est pour l'installateur. Vous tapez les codes que vous avez, vous mettez le nom de connexion que vous désirez avoir et ça va vous permettre de vous connecter directement à la plateforme. J'avance. Et là, vous allez pouvoir vous connecter directement à la plateforme. Et donc, la plateforme, directement au départ, sur MyHomeUp, hein, vous propose d'avoir une maison. Hop là, alors là, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Vous propose directement d'avoir une maison avec cuisine, salon, chambre double, chambre à coucher, salle de bain. Donc, je dirais, entre guillemets, l'appartement ou la maison standard. Derrière, bien entendu, vous pouvez rajouter des pièces et faire ce que vous voulez ou enlever des pièces. Hein. Moi, c'est le cas, j'enlève des pièces parce qu'on a mis qu'une chambre à coucher sur nos installations. Donc, on enlève des pièces. Donc, et là, on se retrouve avec un mode de programmation très facile. Voilà, on va ajouter un objet, par exemple, si on veut enlever ou supprimer une pièce. Donc, c'est facile, c'est très facile à faire. Et ici, par exemple, pour rajouter, voilà, on va commencer dans la cuisine. Je veux rajouter quoi? Je vais rajouter une lumière. Donc, je veux faire du on-off. Je clique sur on-off.
Je vais rajouter les dispositifs associés. Donc, on peut renommer, bien entendu, le nom de l'objet, hein, mais on va ajouter les dispositifs. Donc, il va nous demander dans un premier temps d'ajouter un actionneur. Donc, on va ajouter un dispositif, l'actionneur, donc celui qui vient actionner la lumière. Donc, on va presser sur un des boutons qui est sur l'actionneur. Il y a une découverte automatique qui est faite sur le bus. Cet actionneur a 2 canaux, donc on va choisir que le premier, par exemple. S'il a déjà été utilisé, c'est ce qui va nous arriver souvent, eh ben, on va pouvoir récupérer l'association qui est faite et on va ajouter un bouton, si on a besoin d'ajouter un bouton. S'il est déjà prévu, le bouton, on le garde et on va pouvoir allumer la lumière très facilement. Donc voilà, alors c'est vrai qu'au départ, on disait que Netatmo, c'est très facile. C'est vrai que Netatmo, c'est très facile aussi, hein, puisqu'on utilise l'applicatif qui va avec, bien entendu. Mais en fait, au final, MyHomeUp est aussi quelque chose qui va très, très bien. J'ai pas compris la question, mais j'aime bien ta notion de maison standard. Alors, c'est peut-être pour les photos qui sont derrière, oui. Alors, les photos, c'est celles de Legrand, hein, c'est pas les miennes. C'est pas chez moi, ça. J'aimerais bien, mais c'est pas la taille de ma maison non plus. Mais voilà, c'est une maison standard, hein, c'est-à-dire que c'est des belles photos qu'ils ont mis derrière, qui sont pas sous droit, bien entendu, hein. C'est voilà, ils ont fait quelque chose de joli sur les photos. C'est pas c'est pas les photos de chez moi qui sont là à l'heure actuelle. C'est pas mon salon. Même si j'aimerais bien, ce n'est pas mon salon. Donc voilà, l'idée principale, c'était justement donc, de vous montrer les différents modes de programmation. Alors, je sais on est déjà short on time. C'est pour ça que toutes ces présentations, je vais vous les fournir. Il reste, donc comme ça, vous pourrez naviguer dedans tant que vous voulez. Il y a plein de choses encore à découvrir, même dans la présentation qui a été déjà succincte. Les GAFA et les FAI. Alors, les GAFA, je pense que tout le monde sait, mais pour nos élèves qui utilisent beaucoup des termes qu'ils ne comprennent pas vraiment, le GAFA, c'est quoi? Les GAFA, en fait, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. C'est ça, GAFA. Alors, des fois, on parle même de GAFAM, parce qu'on rajoute Microsoft de temps en temps. Et les FAI, ben, pour l'instant, on a les fournisseurs d'accès, donc les 4 plus grands en France, SFR, Free, Bouygues Télécom et Orange. Hein, d'accord. Alors, les GAFA, eux, par contre, ils ont pris une… Ah, j'ai une touche qui ne marche pas. Dommage. Si. Alors, les GAFA, donc, pas l'intégralité des GAFA, pas Facebook. On verra pourquoi, Facebook. Amazon, Apple, Google et l'Alliance Zigbee, d'accord, ils sont en train de se créer leur propre protocole communautaire, complètement ouvert sur tous les appareils. Ils ont même un groupe de travail qui répond au nom de Project Connect Home over IP. Et vu la puissance financière qu'ont les GAFA, leur intégration dans un protocole où ils veulent quelque chose d'unique, standardisé pour tout le monde, nécessite obligatoirement que l'ensemble des industriels se posent la question et viennent rassocier justement ce protocole-là. Donc, si vous allez sur le site, vous allez voir, c'est très austère. Hein. Je vous ai mis le lien. Pour l'instant, le site, il est plus que austère. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec pas grand-chose. On peut rejoindre la communauté si ça nous fait plaisir. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose dessus. Mais bon, il y a Alliance Zigbee. Donc, bon, il y a quand même une tendance à se dire le Zigbee va quand même être prédominant peut-être là-dessus, avec des choses encore plus ouvertes. On se retrouve donc avec les plus gros du marché du numérique. C'est-à-dire que quand on parle de GAFA, le terme GAFA, c'est justement ça. Hein. On leur demande de payer des taxes, mais en fait, c'est parce que c'est les plus gros à l'heure actuelle sur le numérique. Donc, ils ont commencé à vouloir faire quelque chose en commun. C'est-à-dire qu'obligatoirement, toutes les sociétés, il va falloir qu'ils commencent à s'y coller et à faire attention à ce qu'eux soient compatibles aussi avec le fonctionnement que faire ces GAFA-là, parce qu'ils ont une force de frappe sur un marché qui est impressionnante. Hein. On a juste à le voir sur les différents assistants numériques vocaux. Hein. On dire, vous prenez que ce soit Siri pour Apple, Google, Assistant ou Alexa d'Amazon. Voilà, c'est quelque chose qui prend vite de l'ampleur, de l'envergure. Ils sont capables de l'installer dans plein de choses différentes, qui après, on ne peut plus s'en passer, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire qu'on le retrouve de partout, dans n'importe quelle petite enceinte. Vous allez avoir de l'Alexa dedans maintenant très rapidement. Donc, l'Alliance Zigbee a l'avantage déjà d'avoir relié pas mal de monde. Hein. Donc, dans les grands qu'on connaît, nous, Ikea, Legrand, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Philips Lightning, maintenant qui s'appelle Signify, Somfy. Donc, on se retrouve justement avec déjà des grands noms du domaine qui sont pas fous, hein, qui sont restés très très vite accrochés au GAFA pour justement se dire attention, si eux lancent quelque chose, leur puissance de frappe est supérieure à la nôtre. Donc, il va falloir vraiment qu'on suive les produits, leurs projets
et qu'on se rallie tous ensemble. Donc, on va peut-être arriver à un moment donné à avoir pas une extinction des différents protocoles, mais un protocole générique qui va commencer à regrouper à peu près tout le monde pour justement dire, voilà, on va arriver à faire quelque chose où on pourrait quasiment acheter n'importe quel produit qui nous fait plaisir parce qu'on en a besoin ou envie, hein, c'est surtout une histoire d'envie aussi, d'envie, et de dire, voilà, je peux le mettre chez moi, de toute façon, je sais que ça marchera, parce que c'est un protocole unique. Pour l'instant, ça reste un peu plus compliqué. Quand on trouve quelque chose d'un autre protocole, là, ça commence à être une grande réflexion pour savoir quelle passerelle il faut utiliser pour que ça puisse prendre. Donc, les GAFA, ça a surveiller parce que s'ils ont cette puissance-là, ils sont dedans. Donc, quand ils vont lancer, voilà, vous prenez Apple, moi que je connais plus que les autres, désolé, mais je suis plus Apple. Voilà, vous prenez le produit maison, il y a déjà plein de choses qui s'interconnectent avec le produit maison. Et c'est vrai que les gens, c'est quelque chose qu'ils ont sur leur smartphone et qu'ils vont utiliser un peu aussi plus facilement d'ailleurs qu'encore une autre application. Alors pour Facebook, là c'est différent. Facebook, pour l'instant, ils ne sont pas trop partie prenante de cet ensemble-là. Eux, ils ont développé pour l'instant son assistant pour faire les appels de visioconférence via leur propre service, hein, Facebook, Messenger, WhatsApp et ainsi de suite. Ça s'appelle Facebook Portal. Mais bizarrement, il tourne sur Alexa. Alors, je sais qu'à l'époque, hein, le grand patron Zuckerberg de Facebook avait parlé de son IA maison, Jarvis, pour faire appel à certains films à l'heure actuelle très, très aimés. Mais en fait, ils ne l'ont même pas installé dans leur Facebook portable aux dernières nouvelles. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose de la part de Facebook. Pareil, hein, c'est une très grosse puissance, donc ils sont capables de lancer des choses très, très vite, à très forte puissance. Donc, ça serait peut-être à surveiller aussi du coin de l'œil. Ensuite, au niveau de nos fournisseurs d'accès, alors j'ai pris que les 4 plus gros, hein, je suis désolé pour tous les plus petits, je ne pouvais pas faire pour tout le monde. Donc, les FAI ont, pour certains, très rapidement mis des choses sur leur box. Alors souvent, au départ, ça a été rapidement des ventes d'accessoires pour Bouygues et SFR, par exemple, qui ont été, je crois, dans les premiers à dégainer là-dessus sur du matériel domotique. Et c'est du matériel à rajouter, c'est-à-dire qu'ils vendaient une box domotique en plus de leur box Internet, qui ont le mérite de fonctionner, bien entendu. Hein, mais voilà, c'était plus des choses comme ça où on rajoutait quelque chose qui allait se connecter, qui allait utiliser la box Internet, mais pour se connecter tout simplement. Le reste était déjà fait dans une boîte domotique qu'on peut trouver dans n'importe quel commerce au niveau des petites box domotiques. Par contre, il y a eu des réponses quasiment simultanées entre les deux autres gros FAI, hein, Free et Orange, qui eux ont lancé des nouvelles box avec des protocoles un peu différents. Avec des protocoles différents. Donc, la Freebox Delta, ils l'ont sorti avec le protocole Sigfox. Et Livebox 4 et 5, c'est le protocole Ultra Low Energy qui a été mis dedans. Alors, chacun prône pour son propre protocole en disant oui, c'est nous, on a pris Sigfox, c'est les Français, c'est les meilleurs. L'autre, c'est ULE parce que c'est Ultra Low Energy. On est persuadé que tout va se faire avec. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de science infuse là-dessus. Je pense que la seule chose qu'on peut être sûr, c'est qu'il va falloir surveiller les GAFA, puisque de toute façon, tout le monde va se rallier aux GAFA. Hein. On est tous en attente, en fait, en domotique, de se dire qu'est-ce qui va se passer avec cette réunion. Enfin, vous imaginez une réunion de personnes comme Google, Amazon, Apple, qui ont une puissance financière hallucinante, donc qui va justement permettre de déploiement que la plupart des autres sociétés seront incapables de financer comme les autres pourront le faire. Donc voilà pour cette présentation. Je ne suis quasiment pas en retard. Quasiment pas. Voilà, c'est pour ça que ça fait sourire. Là, c'est pour le quasiment pas. Alors, on est sincèrement bon. Enfin, déjà un peu désolé de ce petit plaisantin tout à l'heure. On a essayé de faire des recherches et j'ai eu dans des chats privés voilà, des informations. Voilà. Hein, donc, désolé. Alors, une question là qui était dans le chat. Voilà, où est-ce qu'on peut retrouver les liens de diapos, une application avec les élèves? Alors, deux choses. Vas-y, je te laisse.
Je laisse répondre alors, Sébastien. Alors, là, je vous affiche. Alors, je ne sais pas si c'est assez visible sur votre écran. Là, pour l'instant, j'ai monté un petit site, comme je l'ai promis depuis le début des webinaires, mais j'ai mis du temps à arriver à le réaliser. J'ai réalisé un petit site, justement, avec qui s'appelle Webinar. En fait, le site s'appelle erm.smartgrid.free.fr. Alors, mettez pas www pour ceux qui ne connaissent pas les sites free. Hein. C'est HTTP. Pas du S non plus, c'est pas sécurisé pour l'instant, c'est comme ça, c'est des sites perso. Donc c'est http://erm.smartgrid.free.fr. Et là-dessus, vous allez accéder aux différents webinars qu'on a déjà exécutés. Si vous cliquez dessus, alors là je suis connecté, mais vu que j'ai tout connecté en même temps, ça risque de laguer fortement. Voilà. Ici, vous avez le premier webinar, webinar Smart Grid, le Smart City, celui qu'on a fait sur la fibre optique avec la réflectométrie, celui qu'on a fait sur le PPMS, le système photovoltaïque, et j'espère que d'ici à la fin d'après-midi, j'aurai le temps de mettre celui marqué Smart Home, Smart Building. Ça nécessite du temps. Alors, cette plateforme, c'est juste une plateforme que je vous ai mis en place pour… vous pouvez l'écrire s'il vous plaît. Oui, je vais vous l'écrire de suite dans la conversation à tous. http://erm.smartgrid.free.fr. Voilà. De toute façon, pas d'inquiétude hein, dans le prochain mail là, dans le prochain mail que je vais vous envoyer, vous aurez tous les liens et vers les vidéos et également vers ce site. Hein, vers ce site. Alors, dans les questions, une question sur… j'essaie de les balayer toutes, pour essayer de les regrouper. Alors moi j'ai une question pendant que tu recherches. Sous quelle application est faite toutes ces présentations? L'application que j'utilise en fait c'est Storyline Articulate. Je remercie la société SET à Marseille justement de me prêter la licence pour que je puisse faire toutes ces présentations aussi avec. Voilà, c'est un des leaders mondiaux du e-learning. C'est, on va dire, allez, pour simplifier, c'est un PowerPoint extrêmement amélioré, donc très facile en prise en main, ce qui est quand même agréable. Et justement, l'avantage, c'est que c'est du PowerPoint, donc on est un peu habitué et que derrière, on est capable de sortir de l'HTML, HTML5, Flash, de faire des applications spécifiques aux tablettes. C'est-à-dire que ça peut se mettre sur tablette, ça peut même se télécharger sur tablette si vous autorisez les droits et ainsi de suite. Donc voilà, on essaye de… C'est pour moi un bon logiciel qui a des plieurs sur tablette qui est gratuit aussi, c'est assez sympathique. Alors, je remercie tout le monde là qui sont en train de me remercier pour le travail. En fait, ça me fait vraiment plaisir. C'est ce qui nous donne envie de continuer régulièrement. C'est tous les merci qu'on collecte. Hein. Alors, voilà, ça nous touche beaucoup. On essaye de partager au mieux. Oui, c'est ça, Storyline d'Articulate. Voilà, c'est ça. C'est Distrisoft qui distribue en France. Hein. Voilà, si vous voulez savoir, Distrisoft, tout attaché, qui distribue ça en France. Donc voilà, juste… Voilà, Fred, vas-y. Ouais, non, on a juste quelques questions. Laura fonctionne sur quelle fréquence porteuse? Alors peut-être que tu as donné la réponse pendant la présentation. Et tu es un peu perturbé. Ouais, ça a été un peu compliqué. Au début, voilà. Hein, ça a été un peu compliqué au tout début. Hop. Laura, non, j'ai pas. Je rechercherai, je vous donnerai ça comme info. J'ai pas l'information de tête comme ça, je m'en rappelle plus. voilà. Je vais essayer de balayer le plus possible, mais j'ai pas la fréquence porteuse de départ. Et une autre petite question, en fait, WattCube, le badge est-il RFID ou c'est un boîtier type télécommande? Ouais, c'est du RFID en fait. Je tape la réponse. Ensuite, alors, si j'en lis ce que je vois sur LoRaWAN, c'est du 868 MHz. voilà. Sur cet acheminement en KNX, le bus est distribué sur les récepteurs. Quel est l'intérêt? Le bus est distribué sur les récepteurs. Ah non, c'est que simplement, c'est un schéma simplifié. Hein, c'est un schéma simplifié. Donc, il est distribué aux actionneurs. Les actionneurs sont reliés traditionnellement avec phase neutre, TPE au cas de besoin. On coupe la phase en fait avec l'actionneur. Hein.
Donc, en fait, c'est relié, mais là, c'est sur juste le schéma simplifié. On relie l'actionneur qui est dans la GTL. En fait, on ne va pas relier la lampe directement, mis à part si le module, on a rajouté un module qui se met dans une boîte encastrée. Voilà. Une autre question quand même, qui est pas mal, je trouve, c'est la. Donc, on a vu beaucoup de systèmes, beaucoup de communication, etc. Et quelle est la pérennité, alors, je pense pas qu'on la connaisse, hein, mais de tous ces systèmes qui sont plus ou moins propriétaires, évolution d'installation, disparition de start-up, etc. Euh, Alors, en fait, tout ce qui est start-up dans la domotique, c'est un peu simple, en fait, hein. Quand ils disparaissent, en fait, c'est qu'ils disparaissent eux, mais ils ont été rachetés par quelqu'un d'autre, qui est plus gros. C'est-à-dire qu'en fait, le protocole utilisé, il disparaît rarement. Derrière, alors tout est disparate, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on a plein de protocoles différents, mais qui peuvent arriver tous au fur et à mesure à, à faire justement, à s'interconnecter. C'est-à-dire qu'on peut être capable de récupérer les informations, on le fait de plus en plus. Moi, je sais que je suis en train de déployer justement des petits Raspberry où on connecte les différents bus entre eux, histoire de se marrer avec des bacs Pro SN par exemple, hein, où on vient faire un peu de programmation pour justement que les différents bus discutent avec une petite passerelle qui ne coûte pas très cher. Donc voilà, non, c'est le que je vous disais, c'est que ceux qui sont plus à surveiller, c'est les GAFA, parce que c'est eux qui vont sûrement donner le son après, hein, qui vont donner le tempo, et c'est là où ça va être le plus important. Je réponds juste à une question. Articulate Storyline 360 n'est pas gratuit, hein. C'est pas gratuit. Il y a une licence de démonstration qui existe pour une courte distance, d'un mois, je crois, 15 jours ou un mois, je ne sais plus. Mais après, Articulate est un logiciel payant, hein. en même temps, la réponse. Donc, en fait, vous avez tous les emails tout à l'heure. En fait, c'est Sébastien les a mis, mais c'est pas grave, hein. Vous avez, parce que bon, on pose pas mal de questions. Où est-ce qu'on peut récupérer les documents de présentation, etc. Tout ça. Avoir des informations des fois complémentaires, hein. Donc, vous avez quand même toute notre équipe, Hugo, Lionel et Laurence, hein, qui sont parmi nous aujourd'hui, hein, qui peuvent vous répondre. Également, pendant la présentation, Sébastien nous a parlé de Domolif, hein. C'est quelque chose qui est assez bien, qui permet vraiment de pouvoir mixer les différents types, de matériel de constructeurs, et qui peut même aider quasiment à faire du devis. Donc, il peut aller au-delà du bac pro, pourquoi pas du BTS ou alors d'une terminale bac pro, hein. Je suis en train de balayer les autres questions. Alors, on pose la question de savoir ce que je pense des box domotiques Rexel, Leroy Merlin. Écoutez, Enki, j'ai essayé chez Leroy Merlin, j'ai été plutôt étonné de la facilité d'installation. Après, voilà, c'est des usages qui sont quand même très très petits. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui vont, pour moi, hein, pour l'instant, c'est un avis personnel là aussi. C'est pas très évolutif sur le principe. Ça correspond qu'à mon avis à moi, hein. Je pense que voilà, c'est très bien pour des gens qui veulent débuter, qui sont un peu technophiles un petit peu et qui ont envie de se mettre à la domotique chez eux sans obligatoirement passer par un gros installateur, ce qui risque de leur coûter, un peu cher. Il faut, voilà. Mais moi, j'ai essayé Enki comme ça. On a acheté quelques modules, on a fait un essai avec la box. Franchement, voilà, ça s'installe facilement, c'est plutôt sympathique. Ça n'a pas l'évolutivité, bien entendu, d'un bus type KNX, hein, encore moins KNX, mais même de S16, du Ination. Mais par contre, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Une question là, sur où est-ce qu'on peut trouver Domolif. Où est-ce qu'on peut trouver Domolif? Je suis en train de taper le lien. Parfait. Donc, voilà, Domolif, il y a le lien qui arrive à tous les participants. Voilà, c'est une start-up, hein, qui a lancé un produit très, 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 très intelligent, en fait. Vous savez, sous KNX, ce qui est compliqué, c'est de savoir quels sont les composants qu'on a vraiment besoin pour fonctionner. En fait, c'est ce qu'ont peur souvent les artisans quand on les forme. Moi, pour en avoir formé un paquet, où voilà, on me dit attention, machin, mais c'est vachement compliqué. Si on oublie un composant dans notre devis, ça va nous coûter les yeux de la tête et le client va avoir du mal à lui dire il y en a pour 500 ou 600 € de plus. Donc, Domolif, la première chose qui est super dans Domolif, c'est qu'on accède à toutes les bases.
donc, il y a un catalogue prix aussi. Alors, catalogue prix, hein, suivant chez qui vous êtes. Hein. Domolift est en accès, par exemple, sur les Balitrans dans le sud, hein, chez Rexel aussi, de mémoire, je crois, où on peut accéder directement à un abonnement Domolift pour faire du KNX. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui dire ce qu'on veut faire et lui va nous proposer plein de solutions possibles très rapidement. En moins de 2 minutes, on est capable de faire un devis. Si on décide de prendre que du matériel Schneider, AGR, Legrand, eh ben, il sait faire. On lui dit, je veux essentiellement pour faire tout ça, la variation de lumière dans la chambre, le machin, le machin, le machin. Je veux que du Schneider, par exemple. Il est capable de nous sortir un devis complètement Schneider avec le prix à la fin. Si on veut faire du multimarque, parce que moi, comme je vous disais, c'est plutôt mon appréciation de KNX, c'est d'être multimarque, on va essayer justement et en moins de 2 minutes, il est capable de nous sortir plein de devis différents et sans omettre le fonctionnement qu'on a besoin. Alors, bien entendu, ça nécessite d'avoir le cahier des charges client, hein, c'est-à-dire que le client nous exprime bien son besoin, parce qu'entre commutateur et variateur, il y a une différence de prix qui est un peu énorme. Donc, obligatoirement, il va falloir que ça soit tout bien mis en place sur un cahier des charges. Et ça nous permet d'aller très vite. Et derrière, c'est un peu comme le maillot mop au niveau de la programmation. On vient basculer, on vient faire un glisser, hein, un drag and drop de nos différents composants dans le salon. Je veux tel inter, je veux tel chose, je veux tel machin. On arrive à faire ça assez facilement. Le final reste sous ETS parce que en étant multimarque, hein, à la différence de ce qu'on disait sur Domovea, qui lui va avec chez Ager par exemple, hein, ou alors Schneider a aussi son inside. On va avoir donc là une arrivée sur ETS pour au moins juste télécharger les adresses individuelles et télécharger les programmations sur chaque participant. Voilà. Alors ensuite, une autre petite question. Dans tous les protocoles que tu as parlé, ils sont payants, pas payants, c'est du gratuit. Alors, les protocoles, en fait, ils sont entre guillemets gratuits, mais ils sont vendus avec le matériel que vous achetez. Donc, en fait, ils sont auto-rémunérés. Après, il y a les protocoles qui sont ouverts sur lesquels on peut intervenir dessus assez facilement, qui sont des grands standards, hein, comme le SCS que je vous disais, c'est un protocole propriétaire mais ouvert. C'est-à-dire qu'on peut récupérer les informations qui passent sur le bus, comme KNX. On peut récupérer les informations qui passent sur le bus. Il y a d'autres protocoles qui sont un peu plus enfermés. Mais de toute façon, je pense qu'à terme, s'il n'y aura plus de protocoles restrictifs comme ça, enfermés dans son coin, parce qu'au final, ils arriveront plus à vivre avec l'évolution justement directe de tout. Voilà. On pose la question sur ce que tu penses de Live-Domus. Je ne sais pas si tu l'as utilisé. Alors, oui, j'ai utilisé Live-Domus avec Inoxian. Ouais. Et alors je l'ai juste, utilisé. attends, avant juste une petite chose. Juste, je rebondis là sur Domolif, hein, c'est une start-up, effectivement, hein, et on est en partenariat avec eux, justement, avec des prix spécifiques sur l'éducation nationale. Donc, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et donc, voilà, je reviens donc live de bus, beaucoup de protocoles d'autonomie KNX. Également, juste avant que tu répondes, c'est également, alors, c'était une start-up hein, au début, live de Mus, et qui était reprise par Deltador. Deltador, voilà. Ouais. Live-Domus a été Merci. racheté par Deltador. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Hein, ça montre bien. Voilà, Live-Domus, pour moi, c'est une très bonne box. Hein. Je l'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, parce que je n'avais jamais touché à Live-Domus. Ouais, je l'ai passé il y a à peu près 1 an, où je l'ai testé pour rendre service à des copains. Donc, j'ai testé la Live-Domus. C'est une très, très bonne box. Ça fonctionne super bien. Et comme toute chose, comme je le disais, hein, les start-upers, quand ils font quelque chose qui fonctionne bien, ça ne tombe jamais aux oubliettes. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est derrière pour récupérer parce qu'ils se rendent compte du potentiel du système, de la chose. Donc Live-Domus a été récupéré par Deltador parce que tout simplement, ça fonctionne vraiment bien et que voilà, Deltador, il s'utilise maintenant Live-Domus comme box domotique. Donc voilà, c'est toutes des box. Oui, ça fonctionne très bien. C'est très ludique pour les gamins aussi. Moi, je l'ai utilisé avec du Notion, c'est super. Quoi. Voilà, ça fonctionne super bien. Quoi. Voilà. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que souvent, ces startups, hein, que ça soit avec MyFox, qui a été repris, je crois, par Sunfi, si je me trompe, Ouais, dis, il me semble. Netco, qui fait partie maintenant du groupe Legrand, Live-Domus, qui a été donc intégré à Deltador. En fin de compte, souvent, quand on voit des startups qui ont des bons produits, derrière, il y a quand même
des gros industriels de l'électrique qui viennent et qui s'emparent de la technologie. Prenez l'exemple d'une plus grosse start-up, prenez Netatmo, qui a été racheté par le grand. Donc voilà, bon, Netatmo, c'est quand même 270 ingénieurs, je crois, qui sont dedans. Mais voilà, Netatmo a commencé de la même façon, c'est-à-dire en mode petite start-up, ils ont évolué. Il y a des gros qui se sont mis au capital de ces sociétés-là et qui, au final, ils les engagent directement avec eux, ils les récupèrent et ils fusionnent pour que ça puisse fonctionner. Voilà, on dit que l'Aldomix, le protocole Océan, est payant depuis la reprise par Delta. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, rapprochez-vous de Laurence, de Lionel et de Hugo. Je sais qu'on a une offre éducation nationale qui peut intégrer plusieurs protocoles gratuitement. Voilà. Ensuite, Céliane with Netatmo. Voilà. Alors, Céliane, en fait, c'est une question, excusez-moi. Céliane with Netatmo, la configuration de chaque installation est stockée dans le cloud le grand. Alors, sécurisé pour l'interrogation. Comme tout le reste, sécurisé, oui, c'est sécurisé. On est sur. Voilà, on part toujours du principe. On n'a pas fait de webinar sur la cybersécurité. On en a juste un tout petit peu parlé. Pourquoi pas, si le confinement perdure encore un peu plus, on pourra s'en rajouter un, Fred. Ça peut être sympa de parler de cybersécurité. Oui, en effet, on a toujours l'appréhension de cette problème de sécurité sur différentes choses qui sont sur les clouds. Les protocoles de sécurité qui sont engagés par les grosses sociétés, c'est quand même des protocoles costauds. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire à celui qu'on a pu avoir, par exemple, sur la petite conversation là, qui est venue nous emmerder pendant le début de séance. Après, on part du principe que voilà, je ne vois pas pourquoi les super grands hackers viendraient jouer avec la lumière de notre maison. Je sais pas, chez moi, il n'y a pas grand-chose à prendre. Donc, mais alors après, ce qu'on me dit, si le serveur Le Grand il tombe en rade, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne encore. Ah, ça fonctionne encore, parce qu'en fait, on a des paramètres qui sont stockés, qui peuvent être stockés dans le cloud, mais en fait, c'est d'abord stocké sur les appareils. Donc, les appareils fonctionnent. D'accord. Il y a juste un concept de sauvegarde, d'ailleurs, qui peut même être de mémoire sauvegardé sur même la tablette de départ, puisque dans l'application de départ de Legrand, il me semble qu'on peut avoir le principe de sauvegarde interne, quoi. Voilà. Une question, le langage IO. Le langage IO, là, je suis pas assez performant là-dessus pour l'instant. Je ne suis pas rentré dedans particulièrement. J'ai vu passer un bout de question. Alors ça fait longtemps que ça dure. C'est créé en 2002, de ce que j'ai en direct. Là, moi, ce que j'aime, je suis pas rentré dans le IO parce que pour moi, le IO, c'est exactement ce qui était prévu en fait par Steve Decourt là. C'était un langage orienté prototype, quoi. C'était pour faire des essais, c'était pas être déployé après non-stop. Donc voilà, je n'ai pas trop d'avis là-dessus, j'ai pas de connaissances là-dessus pour pouvoir aller plus loin sur l'IO, quoi. Alors après, on nous dit, c'est pas une question, mais c'est aussi une réalité, c'est tout ce qui est pilotable souvent par smartphone. Il suffit que le smartphone, on ait une coupure Internet et plus rien n'est pilotable. Oui, c'est exactement ce qu'on a comme question, entre autres, sur Converser aussi dans les établissements scolaires. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Alors, on me dit quelle est la solution, mis à part prendre un abonnement. La solution, c'est d'avoir des gens de l'équipe technique informatique qui comprennent qu'on ait besoin de rentrer et de sortir dans un établissement par rapport à nos référentiels. C'est souvent pas ces gens-là qui le refusent, mais c'est leur hiérarchie. C'est toujours compliqué. Moi, je sais que dans mon atelier, j'ai un modem routeur 4G, voilà, qui me permet justement de me connecter et de faire vraiment les installations au complète. Voilà, j'ai fait un Wi-Fi personnel là-bas, j'ai fait un réseau filière perso aussi avec une box 4G derrière, un modem routeur 4G derrière pour pouvoir justement fonctionner le mieux possible, ce qui a été validé chez nous. Bon, voilà, ma proviseur a été d'accord, ma chef de travaux a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse travailler. C'est vrai que c'est compliqué dans les établissements scolaires, la peur justement de la sécurisation des données. Bon, je ne vois pas en quoi on irait voler les notes sous pronote, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un avis personnel aussi. C'est vrai que ça arrive à être compliqué assez rapidement.
Moi, j'ai une autre question à laquelle j'ai envie de répondre. Vos élèves arrivent-ils à maîtriser ETS? Car j'utilisais les programmations propriétaires KNX, TX100 et iConfigure, mais pas pour la programmation simple, ils utilisaient TX100 et iConfigure. Donc, ouais, moi j'utilise ETS. On fait partir enfin, ça dépend des jeunes, mais à partir de la première, ils font tous de l'ETS. Ouais. Et même certains en seconde, ils commencent à faire de l'ETS dès qu'ils ont une volonté et puis une classification dans leur tête correcte, ils font rapidement de l'ETS. Ouais, parce que je trouve que ETS, au final, c'est quand même une des meilleures écoles pour bien ordonner sa situation domotique. Et donc, ETS, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que si on se plante, on fait les trucs pas dans le bon sens, ETS ne fonctionnera pas du tout, ça sera un massacre, ça sera une galère. Et cette galère-là, en fait, passer, en fait, ça nous permet justement d'avoir une gestion de projets qui tiennent la route au niveau de domotique. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes façons d'avancer après, quel que soit le protocole utilisé. On me dit aussi que chez Deltador, a priori, donc, il y a un mode hors connexion, ce qui nous permet à l'installation de fonctionner sans. Ils ont tous des modes hors connexion parce qu'obligatoirement, on ne peut pas dire votre maison elle va être arrêtée parce qu'il y a une coupure de la fibre générale qui descend du T1 ou du T2. Si vous n'avez plus Internet, vous n'avez plus de connexion. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus allumer les lumières chez vous. Enfin bon, bien sûr qu'il y a toujours des modes alternatifs. Le potentiel est meilleur connecté, d'où le principe de la maison connectée, mais c'est vrai qu'au départ, ça peut fonctionner. Alors, on me dit que ETS est trop compliqué pour les élèves et qu'on peut passer aussi un dérivé de chez Rexel qui est 3 IMAP et 3 iConfig pour le multimarque, oui. Après, oui, le serveur web de Agère, on en a parlé, mais il faut que ça soit totalement Agère, en effet. Donc, voilà, Domoly fait très bien. C'est multimarque, c'est pas très très cher et ça fonctionne très très bien. Moi, ETS, je le trouve très très bien aussi. C'est pour moi quelque chose de très pratique pour fonctionner. Et ça permet aux jeunes, et ça marche. Alors, c'est vrai que ça nécessite un travail en amont. Je vous ai montré ça sur ETS4. Je vais le produire sur ETS5 aussi, puisqu'il n'y a pas des grands changements. Mais voilà, c'est de faire des petites capsules vidéo. Je rappelle qu'une capsule vidéo, ça doit être très très petit pour que les jeunes puissent accrocher. S'ils sont obligés de faire des play, pause, start, machin dessus, vous êtes sûr qu'ils vont rater les informations. Par contre, moi, je fais vraiment de la petite vidéo en disant, voilà, donc première chose, je recharge la base de données, bon, ce qui n'y aura plus sur ETS5, mais voilà, je viens charger le participant, je lui donne son adresse individuelle, je lui donne sa programmation. Je le fais par vraiment petite étape, et les jeunes s'en sortent au final. Donc, quand on leur donne ça, après, on peut limiter. Donc, moi, je leur fais sur un exemple qu'ils exécutent réellement sur l'installation. Et après, au fur et à mesure, ça peut fonctionner très facilement pour eux, sans problème. Donc, on nous dit effectivement, c'est une bonne idée de faire des petites capsules vidéo comme tu fais a priori pour justement que les élèves puissent à tout moment aller rechercher. Et puis, c'est surtout pour respecter nos référentiels. Quand on nous dit il faut que les élèves fassent des activités différentes, il faut qu'on utilise au maximum la différenciation pour travailler. Quand on a, même si on n'a qu'un groupe de 15 élèves ou qu'on est 2 enseignants pour un groupe de 30 élèves, répondre à tout le monde simultanément, on n'est pas capable de le faire. Donc moi, j'utilise beaucoup le numérique pour ça. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir du temps pour passer les voir. C'est-à-dire qu'ils ont des informations qui sont des informations qui ne sont pas que sur papier écrit, qui sont sur petite vidéo, qui leur permet d'avancer. Donc, ou avoir les notions, comme au début, à chaque fois mes petites parties découvertes, avec justement des exemples types de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et derrière, après, au niveau de la pratique, des petites capsules qui vont leur permettre justement d'avancer au fur et à mesure. On a fait pareil sur la fibre optique, on a fait pareil sur plein de choses où justement on met des petites capsules au fur et à mesure pour qu'ils apprennent le geste ou comment paramétrer ou ainsi de suite. Voilà, donc on me dit, voilà, effectivement, on donne aussi des petites activités. Le TS5, ça fonctionne très bien avec des élèves. Et surtout que ETS, ça marche bien, mais il faut avoir des élèves qui soient intéressés. Ah, ça, c'est le grand dame de tout le monde, d'avoir les élèves intéressés. Après, alors je vais utiliser le terme qu'utilisent beaucoup d'inspecteurs que je connais, que ce soit d'IG. On fait l'intéressement des élèves aussi. C'est clair qu'au départ, on a un panier d'élèves qui nous arrive. Et derrière, suivant ce qu'on leur propose, ça peut justement plus ou moins les intéresser. D'où le principe qui avait été écrit sur le MELEC et le SN, c'était d'avoir de la formation adaptative. C'est-à-dire que les compétences, on n'est pas obligé de tous faire toujours la même chose pour que la compétence soit acquise. On peut acquérir les mêmes compétences dans un endroit différent, mais qui nous plaisent un peu plus.
Donc, ce qui permet aux jeunes justement d'aller acquérir des compétences et, dans des domaines qu'ils préfèrent par rapport à d'autres, mais au final, ça se reboucle. Et donc, ces compétences permettent justement que tous les jeunes avancent correctement dans leur acquisition. Voilà, on dit également que, voilà, que les élèves sur le KNX travaillent en premier lieu en fil volant, puis après ils vont dans l'installation 3D, enfin dans une cellule 3D un petit peu pour, Ouais, sur KNX, c'est comme ça que font les professionnels la plupart du temps, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est paramétrage du système KNX, en fait, il est fait avant l'installation. Souvent, il est même fait avant l'installation, c'est-à-dire qu'il est fait en atelier où ils mettent tout en fil volant, hein, donc en guirlande, on appelle ça dans le métier. On met tout en guirlande sur une table, on programme tout, on repère tout sur un schéma et on repère les numéros, on écrit des petits numéros sur les différents modules à installer. Et comme ça, quand on vient poser, en fait, c'est déjà quasiment tout paramétré. Il ne nous reste plus qu'à faire les essais sur site. Donc, KNX, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. C'est une guirlande dans l'atelier d'abord. On paramètre le tout. Et quand tout est paramétré, on envoie aux installateurs pour qu'ils soient posés à l'endroit qu'on a demandé, bien entendu, hein. Donc, ça nécessite là aussi une structure, hein, des plans d'implantation proprement faits, avec les numéros correctement mis et que tout le monde respecte cette boucle-là et positionne le matériel au même endroit. une autre également question. Domolif permet de faire les schémas, les devis domotiques. Donc, Alors, schéma, pas spécialement. Devis domotique, oui. Oui, oui. voilà. Et largement multimarque, donc pour moi, un peu mieux que Vario. Et programmation également. Et programmation, bien entendu, oui. C'est devis. L'annonce, c'est devis en 2 minutes. En fait, c'est vrai. On dit devis en 2 minutes sur KNX, c'est juste pas possible. En fait, il faut être habitué à la plateforme, bien entendu, de Molif, mais c'est faisable sans problème. En fait, quand on est habitué, on lui dit juste qu'on a envie, avec un cahier des charges qui tienne la route, comme je le disais tout à l'heure. Et très, très rapidement, il va nous trouver la meilleure solution qu'on a envie. Alors, si c'est la moins chère qu'on veut, si c'est que d'une seule marque, différentes marques, grandes marques, ou si on veut éviter complètement les grandes marques et prendre que des plus petits, on peut tout faire et ça va très, très vite. Voilà. Juste une petite précision, hein, ça a été fait, cette start-up, pardon, a été fait pour démocratiser vraiment le KNX. Au début, même, on retrouvait ce logiciel chez les revendeurs, chez les distributeurs de matériel électrique, justement, pour aider les artisans. Il y est toujours. Voilà, donc il est toujours pour aider les artisans à mettre ces technologies, hein, puisque bon, souvent, l'artisan, on leur parle de KNX, ou ils ne connaissent pas trop, ils disent oh non, oui, c'est peut-être pas sûr, etc. Tout ça. Donc, c'était vraiment pour essayer de démocratiser cette technologie et qu'ils puissent l'installer. Voilà. À éviter de leur faire peur avec le prix, hein, parce que c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, c'est très compliqué sur KNX d'être sûr qu'on n'a rien oublié. Et vu le prix des composants, quand on oublie quelque chose sur un devis, ça risque de vite nous faire mal. Donc, c'était le but d'avoir des devis très rapides avec les bons matériels dessus et de surcroît aussi une programmation simplifiée qui élimine ETS5 ou ETS4, hein, qui élimine ETS, du moins en généralité, qui élimine ETS juste à la fin, mais qui nous permet d'avoir un truc plus visuel et plus fonctionnel. Je sais que Domolif travaille aussi sur d'autres types de bus, hein. Ils sont sur Innocean, ils sont sur Mayom aussi d'ailleurs, donc pour développer leur box au fur et à mesure sur les différents gros protocoles entre guillemets. Voilà, Sébastien, il est 12h07. Et comme d'hab. On est désolé, on dépasse à chaque fois. Donc, je vais arrêter l'enregistrement dans quelques secondes. Ce fut vraiment un plaisir encore de partager ce bon moment avec vous et d'apprendre plein de choses sur tous ces différents bus de communication, sur la domotique, l'imotique. Le prochain webinaire est programmé pour Vendredi matin. Vendredi matin. Avec le confinement, vous savez, de rester à la maison, je commence à me poser des questions. Mercredi, Fred, on est mercredi. Voilà, sur quel jour on est. Donc, effectivement, nous sommes mercredi. Et donc, le prochain webinaire est pour vendredi et ça parlera de l'industrie 4.0. Donc, je vous enverrai à tous de nouveau un mail pour vous inscrire avec un nouveau lien. Et en même temps, dans cet email, donc, il y aura l'enregistrement vidéo d'aujourd'hui et également le lien vers le site de Sébastien. Vous pourrez derrière avoir toutes ces présentations à disposition. Voilà. Un grand merci à vous tous. Et puis, j'espère à vendredi. Voilà. Voilà, à bientôt.
Au revoir. Au revoir à tous.